il y a des amateurs de jouets. Il y a des amateurs de jouets, des collectionneurs dans cette salle? On parle de jouets pour enfants, bien évidemment. Comment ça va le Comic-Con? Mais ça, c'est toujours comme ça. On leur demande si ça va, et puis c'est un petit peu mou. Ça va? Il y a Monsieur Tony Stark qui est en face de moi. Levez-vous, je veux qu'on vous applaudisse. Allez-y. Ses cheveux par contre. Donc vous n'êtes pas à la conférence sur Stranger Things. Nous, on a vraiment connu les années 80. Voilà, enfin, moi j'étais pas né dans les années 80. Je n'ai même pas connu le mur de Berlin, tu sais. C'est pas ce que me disent tes cheveux, Emile. Ah, c'est une discussion capillaire, c'est ça? On retourne sur monsieur. Merci. Bienvenue à tous à cette conférence sur le jouet et la pop culture. Alors, pardon? Non, rien. Vous n'allez pas me perturber comme ça toute la conférence, c'est con. Juste voilà, pour vous dire, on va vous proposer une photographie très générale hein, de tout ça. On pourra vous proposer une journée de conférence. Ça peut servir un peu d'introduction à une potentielle série de conférences qui pourra arriver dans les années à venir au Comic-Con. Enfin voilà, on va essayer de parler surtout des années 80, un peu des années 90, un tout petit peu des années 70 et globalement aussi on parlera peut-être des années 2000, Funko Pop et compagnie. Qui est le con qui est en train de m'appeler là? Je ne sais pas. C'est pas, tant pis pour lui. Allez, on va introduire nos invités. Stéphane Faucourt, bonjour, on peut l'applaudir. Stéphane, 2 livres qui sont essentiels dans votre bibliothèque, les vôtres peut-être? Parlez-en-nous quelques mots. Oui, donc en fait, je suis auteur de plusieurs livres sur les jouets, essentiellement les jouets de la guerre des étoiles. Et donc les jouets vintage qui sont sortis dans les années, entre les années 80, donc entre 1977 et 1987, et également sur les produits dérivés en général. Donc il y a plusieurs livres en fait on en a sélectionné 2 ici en fait, donc on voit, enfin il y en a 2 autres à l'écran. Donc il y a la French Touch qui est un bouquin sorti en 2013, qui est là devant en fait, qui parcourt en fait l'ensemble des produits dérivés qui sont sortis en France dans les années 1980 et qui revisite la manière dont ils ont été promotionnés et voilà, donc de les différents médias et il y a l'ensemble des produits avec leur histoire. Après vous avez ici devant vous qui est également à l'écran donc la guerre des étoiles, la saga Vue de France, c'est un livre officiel sous licence qui est sorti il y a 2 ans, qui retrace en fait comment les films ont été perçus en France. Donc, et cette fois-ci, on couvre à la fois les films de la première trilogie classique, mais également la prélogie. Bon, ça couvre pas l'épisode, ça s'arrête juste avant, et ça revisite vraiment également, d'un point de vue français, la réception des films, les produits dérivés, la fandom, etc., tout ce qui est spécifique à la France, donc les affiches de films, etc., les primes alimentaires, enfin, vraiment, ça couvre vraiment l'ensemble du sujet. Et on voit également à l'écran ici, donc juste à côté à gauche, le livre de poche Mécano Trilogo. Donc ça c'est un livre vraiment axé collectionneur qu'on a sorti l'année dernière avec donc, mon compère Yann Leroux et qui présente uniquement en fait les blisters vintage qui sont sortis de 1978 à 1985 et qui offre en fait un beau visuel par page sur un petit format et qui permet en fait de l'avoir avec soi comme ça en salon un peu partout, de le mettre dans la poche. Et en fait il y a un index de rareté qui permet donc, du coup au collectionneur de savoir à la fois de checker ce qu'on a lorsqu'on est sur un salon, puis également lorsqu'on voit la pièce de pouvoir voir si elle est rare ou pas et si ça vaut le coup de faire le bon coup d'acheter. Merci Stéphane. À mes côtés aussi, Romain de la chaîne Archeo Toys, comment on va? On peut l'applaudir. Une pêche d'enfer, c'est un plaisir d'être à la Comic-Con aujourd'hui. Alors je m'appelle donc Romain Cheval, j'ai la chance de faire des vidéos sur les jouets sur YouTube avec la chaîne Archeo Toys et je sors un livre également qui devait sortir vendredi mais qui ne sortira que dans quelques semaines sur décision de l'éditeur, qui s'appellera Les secrets des jouets de notre enfance. Mon truc à moi c'est le marketing également, mais les souvenirs aussi. Pourquoi est-ce que vous êtes encore tous fans des Tortues Ninja? Vous vous êtes jamais posé la question? Est-ce qu'on n'aurait pas mis un truc dans votre biberon qui ferait en plus tomber les cheveux? C'est la question qu'on peut tous se poser. Décidément, on va parler que de cheveux. Oui, mais il faut croire qu'on a passé la trentaine, ça devient un problème. J'ai toujours pas passé la trentaine en fait. T'es vraiment en train de me vieillir, Michel. C'est bien désagréable. Un petit mot sur Archeo Toys aussi peut-être. Archeo Toys, c'est donc une chaîne généraliste. Dans chaque vidéo, nous essayons de parler d'une gamme en particulier, en essayant d'être le plus précis possible, tout en restant ludique.
Ce qui sert bien quand on parle de jouets étant resté ludique. Et d'ailleurs, tu as aussi participé à quelques-unes de nos émissions sur script.fr, notamment une très belle vidéo sur le film Power Rangers, bien sûr. Power Rangers, film que tu n'as absolument pas aimé, et ça nous a valu beaucoup d'avis négatifs. Merci à toi, Romain. J'ai tendance à avoir des avis tranchés, effectivement. C'est le cas. Alors, on va bien sûr vous parler en premier lieu de Star Wars. C'est un peu là où cette grande mode du produit dérivé en lien avec Hollywood a débuté. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Quelle a été la connexion de point de départ de Lucas dans cette envie de se dire tiens, on fait des films mais on va peut-être aussi faire des produits dérivés et ça va peut-être marcher. Alors en fait l'histoire au début c'est que c'était au Comic Con en 1976 où en fait lorsque effectivement l'équipe de Lucas voulait trouver un moyen de promouvoir le film qui allait sortir, personne ne savait ce que c'était comme film et il fallait vraiment arriver à vendre un peu l'engouement pour le public. Et il y a peu de gens qui y croyaient, donc du coup il fallait vraiment arriver à faire de la promotion. Et donc à cette époque-là, en fait, pour faire de la promotion, il y avait le Comic Con, et donc les produits phares, c'était les t-shirts et les posters. Et donc ça a commencé comme ça, en fait, les t-shirts, les posters, les badges, voilà, ce genre de choses. Et donc c'était des choses assez basiques. Et à ce moment-là, en fait, le merchandising était quand même assez peu développé autour des films. Et en fait, Lucas, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas. Enfin, on pense souvent que Lucas a tout inventé. En fait, Lucas, c'est surtout un businessman et un visionnaire, c'est sûr. Il est un visionnaire, un génie, mais aussi un businessman. En fait, la force en fait, qu'il a eue, c'est également de s'entourer. Il n'a pas tout inventé tout seul, en fait. Par contre, il a eu l'intelligence en fait, de s'entourer de plein de gens. Donc, il a investi vraiment tout l'argent qu'il avait pour faire son film, et également pour recruter des centaines de personnes, pour avoir les meilleures personnes ou les personnes les plus inventives dans les effets spéciaux, la musique, etc. Et donc du coup également le merchandising. Et donc effectivement il a fait appel à Charlie Lippincott, qui était justement quelqu'un un peu de visionnaire aussi de ce côté-là, et qui a du coup développé effectivement tout le merchandising, et qui a proposé du coup des licences à tous ceux qui étaient intéressés et qui allaient vraiment d'aller démarcher les sociétés pour faire de la vaisselle, des masques, etc. Et en fait du coup les jouets sont arrivés très tardivement, puisqu'en fait les jouets ont même failli ne pas voir le jour, puisqu'en fait la licence a été acquise très très tard par Mego, enfin elle a failli être acquise par Mego, donc c'était à cette époque-là, c'était donc le format 20 cm, les figurines de 20 cm, et en fait le Mego en fait a décliné, et ils ont réussi in extremis en fait à signer avec Kenner. Donc voilà pour la petite histoire, et donc c'est comme ça qu'effectivement les premiers jouets Star Wars ont vu le jour, et d'ailleurs ils n'étaient pas prêts pour la sortie du film. Comment a fonctionné les jouets quand ils sont sortis? Il y a eu deux grandes vagues, 77 et 79, il me semble, pour les figurines du premier film. C'est-à-dire est-ce que les jouets ont accroché? Est-ce que ça s'est vendu très vite? Est-ce qu'il y a eu un succès? Ou est-ce qu'il y avait eu déjà passé des jouets à licence donc... Oui, en fait, le succès est venu comme assez rapidement, parce qu'en fait, les jouets sont arrivés après le film. Donc du coup, il y avait déjà des produits dérivés, mais pas de jouets. Et du coup, effectivement, le film était déjà très populaire. Et donc il y a eu un engouement, il y avait une très forte demande. Et d'ailleurs, y compris en France, hein, et en fait, aux États-Unis, il y avait un très très gros volume. Donc du coup, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu énormément de problèmes d'approvisionnement, etc. Par contre, pour la France, c'était un réel problème. Parce qu'effectivement, il y avait... c'était un plus petit pays, donc il y avait, on a eu la chance quand même d'avoir des produits Guerre des Étoiles dès 1978, chose qui ne s'est pas vue dans tous les pays d'Europe. Donc on est quand même un des rares pays européens à avoir eu des produits en fait dès le début. Et par contre effectivement il y avait des problèmes d'assortiment parce que d'approvisionnement, parce qu'il y avait un engouement énorme sur ces jouets, ça se vendait tout seul, grâce en fait au côté spectaculaire du film. Hein. Et du coup effectivement c'était vraiment problématique. Donc, les premiers jouets effectivement ont très bien marché depuis le début. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs aussi, pour ceux qui se rappellent un peu de cette époque, c'est un peu pour ça que hormis les publicités dans Kill Gadget qu'on pouvait trouver pour ces jouets, en fait il y a très très peu de choses en fait. Il y a pas de... À l'époque la publicité télévisée ça existait déjà pour les jouets, et étonnamment pour Star Wars il faut attendre 1985 pour avoir la première publicité. Et pourquoi en fait? Parce qu'en fait ça se vendait tout seul. Donc en fait, et puis la sortie des films en fait successifs, donc en 80, en 83, la ressortie des films entre deux, donc en fait ça réalimentait le phénomène, et donc du coup il n'y avait pas besoin de faire la publicité pour vendre ces jouets. D'où en fait
pas de nécessité pour Mécano en fait d'investir, qui était le licencié français, d'investir dans la publicité télévisée, etc. Ça servait à rien en fait. Romain. Alors moi j'aimerais rappeler rapidement, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vrai qu'à Noël 77, il n'y a pas de jouet Star Wars, et du coup Kenner a une idée absolument géniale, c'est de faire des préventes avec des figurines en carton, des kits Early Bird, et les petits garçons de 1978 ont eu le plaisir de recevoir des figurines en carton qui ne valaient strictement rien, mais qui étaient une promesse d'avoir des jouets au printemps. Je ne sais pas si ça marcherait aujourd'hui. Petit garçon au premier rang, si on te promettait un jouet et que tu l'avais que 3 mois plus tard, quelle serait ta réaction? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il est sage. Mais je pense que oui, on aurait probablement beaucoup plus de mal à gérer la frustration aujourd'hui. Imaginez des figurines qui sortent 8 mois après le film. Je pense que ce serait... On les retrouvera chez Nose, peut-être, mais c'est à peu près tout. Il y a vraiment que dans les années 70 que ça aurait été possible. Il est bon de rappeler aussi que, tout le monde s'en souvient, j'espère, mais en 77-78, vous voyez le film au cinéma, et après, faut attendre peut-être 5, 6, 8, 10 ans avant de le revoir. Pas de VHS. Au mieux, on pourra peut-être le revoir au cinéma, en télévision, si vraiment on a de la chance, mais un film avait une durée de vie particulièrement courte. En tout cas, les produits dérivés étaient vraiment liés aux sorties cinéma, et qu'aux sorties cinéma, impossible d'espérer, je ne sais pas, une réussite en DVD ou quoi que ce soit. Au mieux, peut-être quelques Super 8, ouais. Et encore, ça coûtait déjà une fortune à l'époque. Donc c'est vrai que est-ce que la frustration des enfants de l'année 77 n'a pas aussi permis, a été un tremplin pour la suite de l'aventure Star Wars en jouet? Ce qui est assez rigolo, c'est que la personne qui a inventé le kit Early Bird chez Kenner, c'est le même qui a développé les bisounours ensuite. Alors je sais qu'il y a des fans des bisounours probablement. Est-ce que c'est sa faute si on a eu des Ewoks? Peut-être. Oui, mais tiens, c'est marrant que tu parles des Ewoks. On est bien d'accord, c'est un peu comme Jar Jar Binks, c'est purement pour vendre du jouet. Alors, oui, effectivement, c'était le but dans le film des Ewoks, c'était de plaire effectivement aux enfants. Hein, je crois que le Retour de Jedi, c'était l'âge ciblé, c'était 10-12 ans. Hein, et donc effectivement, c'était vraiment voilà, on était vraiment rentré dans effectivement, là on est en plein dans le sujet, dans la pop culture, dans le merchandising de masse. Et effectivement, on passe d'un film qui est Star Wars de 77 avec un truc vraiment nouveau, un peu voilà, axé science-fiction, etc., qui n'est pas forcément fait pour vendre des choses à la base. Où effectivement, quelques années plus tard dans le Retour de Jedi, on est vraiment en plein dans le merchandising, avec effectivement des monstres à gogo, des Ewoks pour plaire aux enfants, des flopées de vaisseaux, etc., tout ce qui permet effectivement de vendre des choses. Des Ewoks qu'ils ont cachés jusqu'au dernier moment. Juste avant la sortie du film, personne ne savait à quoi allait ressembler un Ewok. Et forcément, je pense que vous avez tous aimé les Ewoks. Des petites peluches cannibales, qui n'aiment pas? Non, je suis le seul à avoir des goûts étranges. Peut-être que tout le monde n'a pas aimé les téléfilms. Mais je pense que d'ailleurs le meilleur épisode de Star Wars reste la revanche des Ewoks. Oui, juste après le Christmas Special. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du Retour du Jedi, on se rend compte que c'est plus qu'une machine. C'est devenu, peut-être grâce au génie de Lucas, ça devient une machine à produire du produit dérivé. Donc là, on veut séduire du 8-12 ans, on va lui offrir des peluches qui sont assez sympas, mais qui ont causé beaucoup de cas d'allergie. Je suis tombé sur quelques articles américains qui parlent d'eczéma purulent à cause de peluches Ewok. Donc ne vous frottez pas contre de vieilles peluches Ewok. Mais d'ailleurs, ces stratégies existent un peu toujours, enfin, avec les nouveaux Star Wars. Je me rappelle quand il y a eu le tout premier teaser de Star Wars Force Awakens, on voit très rapidement un travail avec BB-8, je me suis dit, ok, ça, jouet, c'est clair et net. Et ils ont même vendu des paquets d'oranges il y a 2 ans, avec le seul argument marketing que ce soit BB-8. C'est chaud, non? Ce qui m'a le plus surpris dans cette histoire d'orange, enfin, je ne sais pas si vous avez eu le plaisir d'aller faire vos courses et de trouver des sachets d'orange BB-8, mais c'était chez Carrefour. C'est le genre de choses qu'on peut imaginer aux États-Unis en se disant ah, ils sont gentils mais ils sont fous les Américains. Et non, même ce marketing de masse est arrivé jusqu'à nos supérettes. Et c'est assez étrange de voir une mamie faire ses courses avec un BB-8 dans son sac. Pas sûr qu'elle comprenne. Oui, pas sûr qu'elle comprenne, ça c'est certain.
Faut pas oublier également que dès la fin des années 70, il y a eu des autocollants Vache-qui-rit pour Star Wars. On n'en a pas parlé, mais au même moment, on a Goldorak qui arrive avec énormément de primes alimentaires aussi. Par exemple, je vous ai ramené ça en prime alimentaire. Alors dis-nous ce que c'est. C'est du bonus qu'on achète par exemple la Vache-qui-rit, c'est ça? Donc c'est des objets très très rares, c'est très difficile à trouver. Pour aller tirer. C'est en fait des cartes plastifiées thermoformées, un peu en 3 dimensions comme une carte d'état-major, et donc qu'on trouvait dans les biscuits Palmito. Donc il y en a 15 différentes. Et bon voilà, ça m'a pris 15 ans pour réunir les 15. Ça coûte combien comme ça, une carte à l'unité aujourd'hui sur le marché? Une carte comme ça, entre 20 et 100 euros, en fonction de la carte. Un conseil, gardez vos vieux paquets de Palmito. Et alors, effectivement, on parlait de Goldorak, effectivement, il y a aussi Goldorak, enfin il y a d'autres gammes de déclinées, donc il y a aussi Goldorak, voilà, qui est assez sympa. Et donc voilà, donc c'est des primes alimentaires, effectivement, qui sont vraiment assez sympas et typiques des années 80. Quoi. Bon, après, on a retrouvé ça plus tard, hein, pour ceux qui connaissent les biscuits BN, etc. Enfin, il y a eu d'autres promotions un peu dans ce genre-là. Et donc tout ça, tu l'amènes pour l'offrir au public, hein. C'est bien ce que tu m'as dit avant. Hein. Voilà, merci. Nous mettrons ton adresse postale en fin de conférence, n'hésitez pas. Il y a une petite fenêtre avec une petite échelle où vous pourrez grimper. Je crois que je vais avoir beaucoup de problèmes. Star Wars aussi après est revenu dans les années 90, il y a eu une sorte de revival assez important. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Effectivement, là on voit effectivement un blister là, sur la droite, sur la gauche maintenant, c'est ça. Donc effectivement, c'était en 94 en fait, avec l'annonce des éditions spéciales en fait, hein, il y a eu un nouvel engouement en fait pour les produits dérivés. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en fait il y a un peu une zone un peu pauvre, on va dire, sans produits dérivés, hein, entre 86, 87 et 94. Il y a eu quasiment aucun produit dérivé, enfin déjà il n'y avait pas de jouets et il y a eu très peu de produits dérivés qui sont sortis. Il y a Star Wars. Voilà. Oui, il y a Star Wars. Ce qui a maintenu l'engouement, en fait, c'est la vidéo. Donc la vidéo, le home vidéo, quoi, qui s'est vraiment développé au début des années 90. Et je pense qu'on est nombreux peut-être à avoir justement conservé l'adhésion sur ces films grâce à ça. Moi j'espère le renouveau de la VHS, mais je crois que tu dois être le seul en fait pour le coup. Bah, moi non. Mais ce qui a beaucoup aidé en fait, là, c'est effectivement, il y a eu la sortie des cassettes vidéo à la vente en 84-85. Mais c'était encore assez proche des films, donc du coup, on ne peut pas considérer ça comme un phénomène. Ce qui a vraiment permis de maintenir l'engouement sur les films, c'est la sortie des laserdiscs, où en fait c'est au début des années 90-91. Et là, c'était vraiment le moyen d'avoir de la qualité à domicile et d'avoir du son stéréo, une super image. Et voilà, moi pour la petite histoire, j'ai acheté mon laserdisc, ça m'a coûté 1 mois de salaire. Je travaillais 1 mois à l'usine pour acheter mon lecteur de laserdisc et me payer les 3 laserdiscs de Star Wars, quoi. Donc, ouais, c'était assez cher. Ouais. Donc oui, ça coûtait 6500 francs, quoi, hein, un laserdisc. Voilà. Et un laserdisc, ça coûtait environ 300-400 francs. Oui, maintenant, quand votre DVD il est à 15 € à la Fnac, c'est cher. En fait, c'est pas si cher. Et la télé 7/9 qui allait avec, elle coûtait 12 000 francs. Donc bon. Voilà. Romain, tu es fan de travailler quelques mois. Alors, je me suis remis au laserdisc il y a peu de temps, mais je crois que je les ai payés 3 €. Et j'ai acheté essentiellement du Jean-Claude Van Damme. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'ai du goût. Ça en vaut le prix. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant avec le retour de Star Wars en 94, pour les esthètes, on voit la vraie différence. Les jouets des années 70, qu'on appelle les versions vintage, sont assez minces, sont assez soft. Et puis on se retrouve en 94 avec les versions Power of the Force qui sont ultra bodybuildées. Même la princesse Leia est sous stéroïde. Je ne sais pas si c'était une photo de Leia. La photo, malheureusement. Elle a un coup de bœuf, Leia dans cette version, et je ne ferai pas un bras de fer contre elle, clairement. Mais c'est un peu étonnant, effectivement, ce choix de... Je pense qu'on était dans l'époque, en fait, je pense que c'est l'époque qui fait ça, il y a d'autres gammes qui ressemblaient. Mais je pense qu'on est aussi à l'époque où, on en parlera en fin de conversation, mais on est à l'époque où il y a aussi les gammes de figurines de super-héros, enfin, on est aussi dans cette époque où il y a des héros... Et avant ça, on a Musclor, tout simplement. Et Leia, princesse Musclor, c'est un peu les voir. Alors par contre, effectivement, donc, en 94, quand ça s'est annoncé, donc avec les nouveaux films, effectivement, il y a eu cette nouvelle gamme. Ça a été aussi le déclencheur pour beaucoup de collectionneurs, hein, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ça a été un peu aussi mon cas, même si j'ai toujours resté fan de Star Wars, c'est effectivement, en voyant ça en fait en 94, on s'est dit, mais tiens, c'est bizarre, donc s'ils ressortent des jouets, ça veut dire que quelque part les anciens, ils sont devenus collecteurs, donc on doit pouvoir les trouver,
Et moi j'étais aux États-Unis à ce moment-là, et c'est comme ça que je me suis remis dans les trucs de comics, etc. Et en me disant, bah tiens, si il sort des nouveaux jouets, ça veut dire que les anciens ont acquis, ça veut dire que quelque part ils sont devenus collecteurs, ils sont devenus un peu cultes, et donc du coup on peut peut-être les trouver dans les flea markets, etc. Et voir dans des boutiques spécialisées qui commençaient à exister à l'époque, et en se disant, ben, je vais peut-être pouvoir rattraper les trucs que j'avais mis de côté, que j'avais pas acheté à l'époque, quoi. Et donc c'était un peu un déclencheur, et effectivement après donc cette gamme de 95 là, on voit qu'elle est on est déjà dans du packaging effectivement beaucoup plus formaté. Alors on a quand même encore la photo du personnage, maintenant on est sur du packaging carrément générique, mais on a encore la photo du personnage, on est sur quelque chose comme d'assez formaté. On est encore sur les emballages français, ce qui n'a pas duré très longtemps. Ça a dû durer jusque peut-être Revenge of the Sith, encore je suis même pas sûr. Voilà, enfin, depuis plus de 10 ans en tout cas on est dans du packaging vraiment complètement uniformisé dans le monde entier, quoi. Et donc ça reste qu'une gamme, même si les blisters et les figurines ne sont pas très très belles, et ça coûte rien, mais bon, ça reste comme une gamme assez sympa, quoi. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, si vous voulez commencer une collection de figurines Star Wars moches, ça vaut à peu près 6-7 € en blister, donc ce ne sera pas ruineux. Ce qui est bon aussi de rappeler, c'est que 1994, c'est une période très particulière aux États-Unis, puisqu'on a l'arrivée des premières boutiques spécialisées de comics et figurines, qui sont devenues très rapidement trop nombreuses, un peu comme les magasins de cigarettes électroniques. Vous voyez, il y en avait absolument partout. Je crois qu'on compte 340 000 boutiques de comics en 94, et 70% d'entre elles ont fermé 2 ans plus tard. Donc forcément, on se retrouve avec des jouets partout, des possibilités partout, et forcément, les gens, s'il y a une offre, bah, la demande finit par se faire. Ça ne durera pas, je pense qu'on en parlera également tout à l'heure, puisqu'il y a eu un énorme crack autour de l'objet de collection. Mais là, on est déjà au milieu des années 90 et on va peut-être faire un voyage temporel pour retourner en arrière. Mais juste pour pointer sur ce que tu disais, il y a eu cette dynamique d'explosion de magasins de produits dérivés lorsque, on va dire, la pop culture s'était un peu démocratisée avec l'arrivée des films, les Spider-Man, etc. au début des années 2000. Je me rappelle, à Paris, il y avait une explosion aussi de magasins de produits dérivés qui, pour la plupart, n'existent plus aujourd'hui. Il y a des sites et compagnie, enfin voilà, il y a aussi un côté très... Il me semble que j'avais fait le calcul en regardant des vieux 10e Planète. Je ne sais pas s'il y a d'anciens lecteurs des 10e Planète, un des rares magazines français sur le sujet. On est passé de 18 boutiques à Paris à une. Ça commence par Lu, ça finit par Lu. Ça vous dit quelque chose? Pour les collectionneurs, il y a un magasin à Paris qui est un peu le musée du vintage. Et c'est le dernier, effectivement. Voilà. Et je pense que c'est le plus gros magasin de jeux de collection en Europe. Oui, il me semble aussi, ouais. On parlait de Lulu Berlu, bien sûr. Alors, petit retour en arrière, puisque la collection entre Hollywood et le jouet existait avant Star Wars. Alors voilà, il y a un peu de tout. Il y a du Magicien d'Oz, il y a du Man from U.N.C.L.E. Alors autant finalement les séries télé que les films, Battlestar Galactica. Alors, il y a une anecdote rigolote sur Battlestar Galactica. Il faut savoir que c'est Mattel qui a produit les figurines de Battlestar Galactica, en grande partie parce que son PDG, M. Wagner, avait renvoyé bouler George Lucas pour des figurines Star Wars. Ils se sont dit, c'est pas grave, on va quand même faire des figurines de Space Opera. Donc ils ont pris la licence Battlestar Galactica. Et pas de chance, le 31 décembre 1978, un petit garçon de 4 ans se tire un missile dans la bouche avec son vaisseau Cyclone et meurt étouffé. Chose horrible, qui va causer un jeu de domino avec l'interdiction temporaire des projectiles et notamment du fameux Boba Fett Fire Pack, si je ne dis pas de... Firing Rocket. Firing Rocket, je n'ai pas l'accent. Et donc, on arrive avec ces jouets Battlestar Galactica, je pense que personne n'en a eu dans cette pièce. Si? Levez la main. Vous êtes motivés. Et bien effectivement, on va arriver à une modification des jouets Star Wars, mais également de la manière dont on va voir les jouets, puisque le jouet n'est plus simplement un objet sociétal, comme dans les années 60. Les filles jouent à la Barbie parce que c'est les 60s, et les garçons, de toute façon, ils iront faire l'armée, donc ils ont des petits soldats. Et des G.I. Joe. Et des G.I. Joe. Là, on commence à rentrer dans des imaginaires de pop culture, avec tous les soucis que ça peut apporter. Pour les figurines de la planète des singes, par exemple, par Migo, le principal problème qu'ils ont eu, c'est que les moules pour les mains des singes
ne pouvaient pas les réutiliser ailleurs, puisque c'était des mains de singe. Donc ils les ont recyclés plus tard sur leurs super-héros. Mego, c'est vraiment les rois du recyclage. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que très souvent, ces jouets-là sont liés à la géopolitique de l'époque. La qualité du jouet va dépendre de la qualité du plastique, donc va dépendre de la qualité des matières premières disponibles, le pétrole. On sait que les figurines Mego qui sont sorties l'année du krach pétrolier, eh bien, elles pourrissent, parce qu'on a essayé d'utiliser d'autres produits, pas forcément des produits pétroliers d'ailleurs, parfois des produits biologiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu une figurine de James Bond de cette marque-là. Enlil en a deux très jolies. Bah, c'est-à-dire que Roger Moore, en fait... il a l'air déjà mort. Mais à son âme, ouais. Le gars, on dirait qu'il est carrément malade sur la figurine. Il a des taches, enfin il est tout gris, le pauvre. Et c'est irrattrapable tout simplement parce que le jouet est en matière périssable. Et il ne faut pas oublier que même si nous aimons beaucoup nos figurines, eh bien ça reste des assemblages de matières pétrolières, de produits pétroliers, et qu'au final, même si elles durent dans le temps, elles ne sont pas immortelles et elles finiront forcément par disparaître. Quelques milliers d'années, quoi. Donc, moi, pour avoir quelques jouets, par exemple, qui datent du début des années 20, notamment des jouets en plastique, en bakélite, là aujourd'hui, elles n'ont plus aucune tronche. Je me demande si en 2050, les jouets Star Wars des années de 77 seront encore en état. Je te le souhaite, Stéphane, hein, je n'ai rien contre ta collection. Vous avez compris, vendez vite vos figurines Star Wars, sinon en 2050 c'est foutu. Je vous donne mon adresse. Ah, tu donnes ton adresse. Pour ceux qui vendent, oui. Ah oui, d'accord. Pour ceux qui vendent, ah d'accord. Et je pense que les collectionneurs connaissent tous les maladies de la bulle jaune, par exemple, pour les blisters qui jaunissent, très souvent parce qu'il y a des solvants dans les peintures. Le jouet, c'est souvent lié aussi à la fabrication, parce qu'on voit par exemple que les blisters faits produits en 1978 sont de super qualité et ne jaunissent quasiment pas, sauf vraiment exceptionnellement s'ils ont exposé à la lumière, au soleil, etc. Mais en fait ça bouge très très peu, alors que les blisters de 85 ils jaunissent systématiquement. Et donc effectivement ça dépend aussi... Avant et après le pic pétrolier tout simplement, enfin après je n'étais pas chez Mécano à l'époque, mais c'est quelque chose qui se remarque beaucoup, et au final le jouet est un objet qui va regrouper aussi bien des problématiques de géopolitique, là c'est l'OPEP qui décide d'augmenter les prix de ses tarifs pétroliers, et également de vieilles habitudes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si Barbie arrive en 58-59 avec des mini-jupes, c'est probablement aussi parce qu'on arrive dans les 60s. Et si les petites filles les jeunes femmes des années 70 ont connu la libération sexuelle, là je parle de vos grands-mères, messieurs, ah oui, eh bien c'est aussi probablement parce que le jouet est un objet de société. Si votre père est pompier, il y a de grandes chances que vous ayez eu des camions de pompiers. Si votre père est menuisier, il y a de bonnes chances que vous ayez eu un petit établi de menuisier. Moi, mon père, il était au chômage. Est-ce que j'ai été demandé ton père au chômage, ça veut dire j'avais un Playmobil. Ah, c'est sympa. On va parler des années 80, les années que tout le monde adore maintenant. Comment d'ailleurs vous expliquez ce phénomène fou des années 80? Parce que c'est pas forcément les meilleures années, par exemple, pour la mode, pour la musique, on va dire à moitié. Tout à fait d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Les choucroutes sur la tête, les épaulettes comme ça. Comment vous expliquez ce retour? C'était les années où tout se passait bien? Je pense qu'on arrive dans une période où on est un peu tout stressé, que ce soit au niveau du boulot, au niveau de la religion, le terrorisme. Les années 80, ça représente la facilité. On pouvait prendre de la coke au boulot, on pouvait faire la fête jusqu'à pas d'heure. C'est l'image qu'on en a. On le fait toujours. Oui, mais peut-être plus discrètement qu'à l'époque. Il n'y a qu'à voir le loup de Wall Street, par exemple. Est-ce que ce serait faisable aujourd'hui, exactement dans le... J'en suis pas certain, en tout cas, je le souhaite pas. En petite intro... Également dans la mondialisation, en fait, qui démarre. Et donc, on va dire de 80, 81 jusqu'à vraiment 83, 84. Et on le voit d'ailleurs sur le jouet, et le jouet Star Wars, c'est le meilleur exemple. On voit vraiment l'uniformisation, tout ce qui tourne autour du packaging, etc., de la publicité, etc. On voit en fait une uniformisation au niveau du monde entier. Et c'est vraiment la mondialisation qui commence en fait. Oui, tout à fait. Ce qui est bon de rappeler quand même, et d'ailleurs ça a été un recul ou une avancée, ça dépend de où on se place, c'est qu'avant 1982, aux États-Unis, il n'est pas autorisé de produire des jouets issus d'un dessin animé. C'est totalement interdit depuis 1974. Les associations de parents avaient réagi parce que les programmes pour enfants étaient directement sponsorisés par Hasbro. Et en gros, on avait une gentille animatrice qui montrait des jouets pendant 1h30. Et ensuite, les parents étaient harcelés par des mômes
tout simplement parce que on avait fait de la pub plus ou moins légale. Donc ça, c'est interdit au milieu des années 70. Et en 81, les Américains élisent Ronald Reagan, ultra-libéral, qui décide, entre autres, de placer un faucon à la FCC, donc la direction de la communication américaine, et ce faucon va décider de libéraliser ça, et la première grosse gamme qui va naître de ça, c'est Musclor, alias He-Man, Master of the Universe. Je suppute que tout le monde, presque, a entendu parler de Musclor, ce joli blond en slip de fourrure. C'était l'époque, hein, Conan et compagnie. C'était l'époque. Alors pour la petite histoire, effectivement, Musclor devait être en fait une gamme sur Conan, et Mattel a décidé de créer sa propre licence pour ne pas avoir à rétribuer les ayants droit de l'auteur. C'est le premier gros succès pour une marque de jouets pour garçons sur ce type de produit. Et encore une fois, comme le disait Stéphane, Musclor, c'est ultra cadré. Toutes les figurines ont quasiment les mêmes bras, qui vont être de couleurs différentes. On va recycler les corps, on va recycler les jambes, on va changer un peu les têtes, histoire que les persos soient un peu différents les uns des autres. Mais on est dans l'uniformisation, et ça a eu un impact phénoménal, puisque la gamme va durer jusqu'en 1989. 6 ans, ça fait 3 générations d'enfants, puisque très souvent, les enfants, malheureusement, vont jouer 2 ans avec une gamme, prennent 2 ans, et ça se renouvelle très très vite. Je ne sais pas pour vous, mais si vous demandez à vos cousins qui ont peut-être 5 ou 6 ans de moins que vous, probablement que vous n'avez pas la même culture ludique, en tout cas au niveau du jouet. Moi je suis parfois surpris d'amis qui n'ont jamais entendu parler de Mighty Max, parce qu'ils sont trop vieux, ou trop jeunes. Qui ne connaît pas Mighty Max? Seigneur Dieu. Alors Mighty Max, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est beaucoup plus tard, c'est beaucoup plus récent, c'est 1994. C'est des Polly Pocket pour garçons. Et là tout le monde fait ah, mais ouais, les Polly Pocket pour garçons. Donc cette grande avancée-là, cette autorisation de produire des jouets issus de dessins animés, ça va révolutionner notre imaginaire, puisque non seulement notre imaginaire est privatisé par la télévision, mais il l'est aussi par les marques de jouets. Donc ça veut dire que là où on jouait avec de simples petits soldats, eh bien ces petits soldats vont devenir, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, des G.I. Joe. Si tu veux un chevalier, un barbare, ton chevalier ça va être un Musclor. On sort du générique, on sort de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'imaginaire collectif. On a tous une image de chevalier en tête, on a tous une image de barbare en tête, on a tous une image de soldat en tête, et là on impose un nouveau modèle qui va être mondialisé et qu'on a tous. Cette uniformisation-là, elle est particulière parce que, d'une part, elle ne va clairement pas enrichir notre culture, mais elle va tenter de s'adapter à chaque pays. Alors je ne vous dis pas la galère, par exemple, pour vendre des G.I. Joe au Vietnam. Eh ben, ils ont réussi. C'est ça le pire. C'est que quand on s'attaque à des enfants qui, théoriquement, n'ont pas de culture, c'est la société qui doit les leur apprendre, eh bien, on peut leur foutre à peu près n'importe quoi dans le bec et leur faire mâchonner. Et si vous êtes tous là, c'est que 25 ans plus tard, ça a bien marché. Une petite question que Stéphane me glissait à l'oreille. Le dessin animé Maître de l'Univers est arrivé après la gamme de jouets? Alors, la légende raconte, et qu'elle s'appelle Ryo Kesa, que en fait le dessin animé n'était pas du tout prévu, et que c'est lors d'une réunion avec les dirigeants de Toys R Us, qui se moquaient complètement de Musclor et qui n'avaient pas envie d'en acheter, qu'un des directeurs marketing a dit « Ah mais en plus on a un dessin animé !» Sauf que c'était pas vraiment prévu, ils avaient simplement fait des pubs avec du dessin animé. Normalement il y a à peu près 1 an d'écart, c'est Filmation qui s'est occupé de faire le dessin animé et de réadapter également les personnages. Pour les amateurs de Musclor, vous savez que dans chaque blister était glissé un comics qui permettait à l'enfant de rentrer dans l'histoire. Eh bien, les comics n'ont rien à voir, en tout cas les premiers comics n'ont presque rien à voir avec le reste du dessin animé, même dans les designs. Pour les comics, d'ailleurs, ils ont fait appel à des auteurs de Conan dans le dos de Marvel, et notamment un grand auteur philippin, avec un style très très sombre, qui dénote complètement avec ce que va devenir Musclor par la suite. Ce qui est assez fou avec Musclor, c'est qu'ils ont réussi à vendre des Musclor à tout le monde. On a eu Musclor en 82 et sa sœur apparaît en 86. Donc les garçons, les filles,
jouaient avec la même gamme, et c'est une des rares fois, justement, où vous, mesdames, avez eu le plaisir de pouvoir coiffer non plus des poupons, ou des oiseaux, ou des chiens, ou que sais-je, mais des princesses guerrières. Putain, mon pote, ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est plus ou moins en train de revenir. Je sais que DC et Warner veulent relancer ce côté-là avec leurs personnages DC. Il y a une nouvelle gamme de poupées avec Harley Quinn, Wonder Woman, Mera ou autre, qui n'est accessible dans les magasins de jouets que dans le rayon filles et pas dans le rayon garçon. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es un garçon, tu ne peux pas non plus avoir une poupée Wonder Woman, en gros. Moi, je rêve d'un monde où il n'y a plus de rayon filles ou de rayon garçon, et où moi aussi j'ai le droit d'acheter un aspirateur en plastique. Ouais. Écoute, c'était ton anniversaire cette semaine. Voici un aspirateur. Non, je déconne. Mais si vous voulez, on peut faire une petite quête à la fin pour avoir. On est passé, je crois, à une image sur les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, il y a un cas un peu similaire, il me semble, parce que les jouets ont aidé véritablement à la popularité. Le dessin animé. Alors, Tortues Ninja, c'est très particulier puisque c'est un tout petit comics publié à compte d'auteur par deux amateurs. Quasiment un fanzine. Ou quasiment un fanzine. Ils en sortent 2000 exemplaires en 1984. 6 ans plus tard, c'est une des plus grosses licences mondiales. Je ne connais pas d'autres cas aussi fulgurants que Tortues Ninja. On va faire comme si tout le monde connaissait les Tortues Ninja. Tout le monde connaît les Tortues Ninja, hein. Ah. J'ai vu que monsieur il a une très belle barbe, mais il ne connaît pas apparemment Tortues Ninja. Ah, flûte. Les Tortues Ninja, c'est donc une œuvre très sombre. C'est une parodie de Daredevil et également des X-Men et de pas mal de comics. Et les deux auteurs, par hasard, se mettent à en vendre plein. Donc forcément, quelques agents marketing viennent les voir, et il y en a un qui s'appelle Mark Friedman, qui vient de se prendre une tollée monumentale sur les jouets Robotech. Vous vous souvenez Robotech? En avant, compagnon de la lumière. Non, je suis tout seul, c'est pas grave. Notre pauvre Mark Friedman, il en est au point où il vit dans sa voiture. C'est pour vous donner une idée à quel point il s'est pris une grosse tôle. Mais il a des jouets. Mais justement, il a un fax dans sa voiture et il reçoit... oui, mais c'est un homme qui vit dans sa voiture avec un fax, un téléphone, dans les années 80, et qui reçoit donc un fax avec différents produits de licence, différentes idées de licence. Je crois que c'est la société de presse qui lui envoie ça. Et le mec flash dessus en disant « c'est obligé que ça marche, par contre c'est trop violent ». Donc il va voir les deux auteurs, monsieur Laird et monsieur Eastman, qui ce jour-là sont en train de repeindre leur cuisine. Donc il l'envoie chier, il dit bah non, on n'a pas le temps. Friedman pousse un petit peu et au final il signe un contrat de licence pour 6 mois sur une serviette en papier. On est vraiment dans la science-fiction, le genre de truc qui est complètement impensable aujourd'hui. Friedman va voir toutes les grandes marques de jouets, qui l'envoient bouler, qui lui rayonnent, enfin, je veux dire des tortues ninja, des reptiles qui font du kung-fu. Qui veut voir ça, clairement? Et au final, il trouve une marque, Playmates, qui est une marque hongkongaise à la base, qui n'est absolument pas américaine. Et cette marque-là aussi vient de se planter avec une poupée parlante robotisée qui s'appelle Jill, qui est démoniaque. Si un jour vous avez l'occasion de voir la pub de Jill, ça fout les boules. Et à l'époque, elle est vendue 200 $. En dollars d'aujourd'hui, ça ferait à peu près 900 $ le jouet. Vous voyez? Je pense qu'ils ont dû en vendre 3. Et donc Friedman arrive avec le concept et leur dit mais il faut absolument que vous preniez ça, c'est sûr que ça va devenir célèbre. Probablement que les agents hongkongais sont moins stressés niveau kung-fu et karaté que les agents de Mattel et d'autres marques américaines. Et ils décident de lancer des jouets uniquement s'il y a un dessin animé en support. Et le dessin animé Tortue Ninja, à la toute base, c'est 4 épisodes, rien de plus, qui sont censés être diffusés à Noël 87 pour une sortie des jouets en janvier 88. Ça va devenir un succès phénoménal, même si la BD était déjà très connue. Il y avait notamment des figurines comme les Warhammer, des petites figurines en fer blanc, en plomb à peindre, qui sont les toutes premières figurines Tortue Ninja de sortie, mais c'était tout. Il y avait des jeux de rôle, mais ça restait pour les adolescents, clairement pas pour les enfants. Là, ça va devenir une explosion phénoménale. On parle de centaines de figurines jusqu'en 95. Et puis surtout ce dessin animé qui va durer une grosse dizaine de saisons, même un petit peu plus que ça, dont certains épisodes ont été créés en France. Je ne sais pas si vous le savez, mais la pire saison des Tortues Ninja, je crois que c'est la 6, elle vient d'Angoulême. Et elle a été produite par flûte. Elle a été produite par une boîte d'Angoulême qui a produit notamment Clémentine,
Vous savez, cet horrible dessin animé où une petite fille est en fauteuil roulant. Clémentine. C'est IDDH, oui, tout à fait, merci. Et effectivement, IDDH va faire du caca, hein, on peut le dire clairement, ces épisodes sont vraiment les pires au niveau animation. Ils vont sortir beaucoup trop de Tortues Ninja. Je veux dire, on a eu des Tortues Ninja. Le plus bel exemple. Voilà. Alors celles-ci sont très cool. Il y a eu des Tortues Ninja Star Trek également, puisque Playmates produisait aussi les figurines Star Trek. Mais il y a eu des Tortues Ninja à la ferme. Il y a eu des Tortues Ninja Troll, vous savez, avec ces longues houpettes au-dessus de la tête. On parle de centaines de figurines qui ne servaient pas à grand-chose à l'histoire, en tout cas qui étaient complètement séparées de l'histoire de Tortues Ninja. Et pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec M. Eastman, un des auteurs, qui m'a dit « Mais à l'époque, on s'en foutait, on était défoncés toute la journée, on avait plein d'argent, et en gros, on nous demandait de faire des dessins pour les jouets, donc on proposait à des potes qui parfois n'avaient aucun talent, mais on s'en foutait, on prenait le blé. » Ça leur a coûté cher par la suite, puisque la licence a quand même mis un petit bout de temps avant de revenir, et depuis 2012, Nickelodeon a complètement repris la licence, et surtout, messieurs Laird et Eastman ne sont presque plus responsables de ce qui se passe sur Tortue Ninja. C'est peut-être un mal pour un bien, peut-être Parce que quand on voit les films, on se pose comme aussi quelques questions. Alors effectivement, les derniers films sortis... On n'en parlera peut-être pas, mais quand même, à un moment donné, le débat devra être posé. Je pense que le principal problème de ces films, c'est que les designs n'ont pas été pensés pour vendre des jouets. Et on s'y attendait tous, ça nous ce qu'on voulait, c'est acheter des figurines. Encore une fois, je suis tout seul. Il n'y a que toi qui achètes des jouets ici. Oui, je pensais que ces gens-là étaient venus pour parler également de leur passion. Non, c'est juste parce qu'il y a pas comme un groupe de parole. Ah oui, c'est qu'il n'y avait plus de place pour Stranger Things. Un rapide mot sur Ghostbusters, aussi une série de jouets. Alors effectivement, je suis un grand fan de Real Ghostbusters, qui est pour moi une des gammes phares des années 80. C'est Kenner qui va la produire, les mêmes que pour Star Wars. Et curieusement, on va trouver des similitudes assez sympathiques. Les figurines sont très simples. On va avoir un minimum de points d'articulation, mais on va viser une jouabilité directe. Vous pouvez le voir, chaque figurine est vendue avec un fantôme, donc vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs jouets pour commencer à jouer quand vous êtes môme. Et surtout, eh bien, sachez que les designs du dessin animé, reprises pour les jouets, ont dû être modifiés à plusieurs reprises parce qu'ils étaient trop ressemblants avec les acteurs originaux et que Kenner ne souhaitait pas leur payer des royalties. Ce qui a été d'ailleurs le cas après sur des séries comme Batman Returns, où le pingouin ressemblait plus au comic book. D'ailleurs, c'était une réédition de Super Powers. Alors, pour Batman, c'est une autre problématique, c'est que les designers de Kenner n'ont pas eu accès au dessin préliminaire du film Batman Returns, et ils n'ont pas eu accès non plus au dessin préliminaire de Bruce Timm. Pour la petite histoire, Bruce Timm, qui est un des grands dessinateurs qui a travaillé sur Batman The Animated Series, a carrément dû aller lui-même voir une séance de costumerie avec Danny DeVito, sinon on refusait totalement de lui donner un visuel. C'était trop secret. Un petit peu comme les Ewoks, dont on a révélé l'existence et la tête que très très tard. Ce qui est sûr avec Ghostbusters, c'est que ça a beaucoup joué sur la notion de peur pour enfants. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir aimé Chair de poule, quelques années plus tard. Merci mademoiselle. Eh bien, on est sur la même idée. À la fin des années 80, on découvre que les enfants, finalement, ne sont pas de petites choses fragiles et aiment bien se donner des frissons. On va aller à fond, notamment avec le slime. Vous savez, cette matière gluante, qui, je vous le dis, est extrêmement toxique. On vous a effectivement, ça contient du sel de borax, qui apparemment attaque les parties génitrices de l'homme. Donc, évitez de jouer avec du slime, principalement du bleu slime. C'est trop tard. Normalement, elles tombent toutes seules quand elles sont devenues noires, monsieur. C'est votre copine qui est à côté, monsieur? C'est votre grande sœur. Ah, je vais dire, mais peut-être pas en fait. Non. Cette discussion part vraiment en vrai, il n'y a pas à dire. Et donc on arrive au début des années 90 où le marché du jouet n'a jamais été aussi florissant. On a des jouets horribles comme les Boglins, ces marionnettes en latex qui permettaient d'effrayer nos petites sœurs, qui sont devenues réellement dégoûtantes puisqu'elles ont été colorées avec du colorant alimentaire qui moisit. Donc trouver un Boglin aujourd'hui sans un peu de champignons, c'est quasiment impossible et c'est irrattrapable. Et puis on en arrive à des extrêmes.
comme le Freddy que vous êtes en train d'admirer. Mais ce qui est assez marrant, c'est que aujourd'hui, jamais dans un magasin de jouets, tu verrais un film d'horreur, enfin même c'était le film d'horreur des années 80, mais jamais tu verrais dans un magasin à Auchan, je sais pas, une figurine de Saw ou même de It, enfin tu verrais pas le clown. Et bien Pennywise, ça sortirait, quoi. Alors que dans les années 80 et 90, il y a eu une flopée de figurines, de franchises à gogo, je vais vous en montrer tout à l'heure, mais en plus cette poupée Freddy, elle fait peur, oui, elle fait peur tout court. Elle fait peur tout court. Je pense qu'en fait, à la fin des années 80, on était sorti aussi, on sortait de plusieurs gammes phares qui étaient portées sur des supports de dessins animés ou d'autres supports, mais qui étaient du coup très emblématiques et avec une forte jouabilité. Enfin, on a vu tout à l'heure, il y avait aussi il y a les masques, etc. Enfin, après Star Wars, il y a eu quand même beaucoup de gammes qui étaient très très belles avec une forte jouabilité. J'ai l'impression qu'après la fin des années 80, comme je disais tout à l'heure, en fait, on ne savait plus trop quoi inventer et on cherchait dans n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à partir du milieu des années 80, beaucoup de marques de jouets vont fermer. On a par exemple LNJ ou LJN, et au final, Kenner va disparaître ensuite au milieu des années 90. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 marques de jouets, alors qu'il y en avait je dirais au moins 25 à la fin des années 70. Donc forcément, il y a un appauvrissement. Forcément, les marques ne font plus vraiment d'efforts. On est aussi passé, la mondialisation, encore une fois, est passée par là. Et si on prend l'exemple même serait-ce que de Mécano, mais il est valable dans tous les pays. C'est effectivement, on se retrouve sur le marché français avec peut-être à la fin des 70, une bonne dizaine de marques qui font du jouet, qui sont plus ou moins quand même liées en termes de structure, etc., en termes de compagnie, et qui en fait fusionnent tous les 2-3 ans. Il y a des fusions-acquisitions. Et effectivement, en 85, il n'y a plus que Mécano déjà, qui devient Kenner France, etc., qui devient après Tonka, Kenner Parker, et donc effectivement, c'est la mondialisation aussi qui passe par là, et toutes les sociétés en fait sont agrégées les unes dans les autres. Alors là, je diffuse quelques gammes phares, il y avait notamment Gargoyles, qui franchement... qui a soulevé visiblement quelques soupirs. Ah oui, mais c'était fou, ça c'était du bon souvenir. Et une excellente gamme de figurines en tout cas, avec des action features et des gadgets assez sympathiques. Et il y a eu des séries très curieuses comme Mortal Kombat. Là aussi, encore une fois, aujourd'hui, je vois très rarement des séries liées à du jeu vidéo dans de la grande surface. Imaginez votre neveu ou votre enfant acheter une version Fatality d'un personnage. Je pense que ce serait difficilement pensable. Là, on arrive sur du Biker Mice. Ouais, sur l'espace. Biker Mice, c'est assez intéressant puisqu'on pourrait imaginer que c'est à peu près le même trajet que les Tortues Ninja, alors que pas du tout. L'inventeur, l'auteur de Biker Mice from Mars, c'est un ancien PDG de chez Marvel Productions. Donc c'est vraiment de la grosse sauce. Là, à l'époque, on pense avoir la recette pour du succès. Il nous faut des animaux anthropomorphes qui, si possible, vont avoir une basse-cool, donc ils vivent dans un stade de baseball. Il faut qu'il y ait quelque chose de cool. Bon, ils vont être motards, donc ils vont avoir des motos, lui aura un chopper, lui aura une moto de course. Des petites boucles d'oreilles, des tatouages. Avec des petites boucles d'oreilles. Là, on est vraiment... je veux dire, enfin... Vous iriez acheter une figurine de Hells Angels à votre enfant, un gros type avec un gros ventre sur sa moto et puis une canette de bière comme accessoire. Je ne suis pas sûr. Monsieur a dit oui là-bas. Oui, mais peut-être que monsieur n'a pas d'enfant. Pour le moment. Et on en arrive à des extrémités comme la gamme Alien. Alors je vais laisser mes camarades parler par la suite, mais je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons évité un dessin animé Alien pour enfants en 1992. Un pilote a été produit et la Fox en a eu tellement honte qu'il n'a jamais été diffusé. Et théoriquement, ça aurait dû remplacer Batman The Animated Series en 1992. Autant dire qu'on a échappé au pire. Pour la blague, ça sortait juste après Alien 3, pour ne pas dire de bêtises, qui est pas le meilleur Alien si vous voulez mon avis. Et ça reprenait tous les personnages d'Alien 2, qui étaient morts à la fin d'Alien 2. Donc, sans trop comprendre pourquoi, par exemple, on a notre pauvre Apon, que vous voyez ici, qui à la fin du film explose, hein, à la fin du 2, il est un peu partout, oui, avant, enfin, son corps explose dans le vaisseau, et ben là, il est de retour, et il fait même une petite blague avec son t-shirt No Bugs. Bah oui, mais t'as été mangé par des insectes, mec.
Donc c'est assez terrible. J'ai eu l'occasion de discuter avec un des scénaristes qui a travaillé sur les versions comics et qui avait eu accès au script de ce fameux pilote inconnu. On connaît son existence parce qu'en 2002, sur un forum coréen, quelqu'un a publié 12 celluloïdes. On n'en a pas plus. On ne sait pas à quoi ça ressemblait au-delà de ces 12 celluloïdes. Donc c'est vraiment une série perdue. On sait que la Fox refuse et refusera probablement encore longtemps de nous montrer les images, mais les aliens ne tuaient pas les humains. Et leur sang n'était pas acide. Donc on est dans une relecture totale, ça devient un chewing-gum complètement indigeste, et on en arrive à des extrémités, comme la gamme Beetlejuice par exemple. Ouais. Enfin, le premier film Beetlejuice, moi je l'ai vu, j'avais 11 ans, je crois que c'est la dernière fois que j'avais fait pipi au lit. Donc, j'ai un bon souvenir de ce film, moi. Ah il était beaucoup plus vieux que moi, Stéphane. Tout petit mot sur les Power Rangers. Quelques mots. Je vous promets qu'un jour on fera une conférence sur les jouets Power Rangers, mais juste quelques mots, Romain. 4 mots, Go-Go Power Rangers. Voilà. Mais nous ne parlons pas du film Power Rangers. Juste pour évoquer, puisque cette année on fête les 25 ans d'une des meilleures, je vais même dire, même d'une des meilleures séries tout court, pas des séries animées, mais des séries tout court, à savoir celle de Batman, celle qui a prolongé, on va dire, cette Batmania avec le film de Tim Burton. Je pense que tout le monde a dû voir un épisode au moins de la série Batman, je ne me trompe pas. Tout le monde adore la série. Elle est devenue culte par le temps et aussi par le produit dérivé. Il y a eu une flopée de différentes collections, de personnages, ce qui n'avait pas été le cas. D'excellente qualité, et ce qui n'avait pas été le cas non plus par le passé pour les super-héros. Alors, la France était un peu le parent pauvre des super-héros. Nous n'avons pas eu les figurines d'ici sorties par Kenner. Nous n'avons pas eu non plus les figurines officielles du premier film de 89 de Burton. En France, on a eu juste des vieilles copies espagnoles dégueulasses de chez Star Toys, qui sont franchement laides. Ce qui est assez étonnant avec ces figurines, c'est qu'elles nous ont tous marqués. Batman, The Animated Series, est un des rares dessins animés à avoir été diffusé à 20h sur France 3. C'est quand même fou. Imaginez aujourd'hui, je ne sais pas que Wakfu passe à 20h sur France 3 tous les soirs. Et en fait, maintenant à 20h, c'est Plus belle la vie. Imaginez Batman dans Plus belle la vie. Ou des figurines Plus belle la vie. Ou des figurines pop Plus belle la vie. Je suis sûr qu'ils font des pop Plus belle la vie, c'est sûr, c'est évident. Pour la petite histoire, si on parle de figurines qui seraient tirées de personnages de situations réelles, il y avait une gamme en 80 de Mécano, qui était issue de Kenner, qui s'appelle les Glamour Girls, et qui est une très belle gamme que je collectionne également d'ailleurs. Je n'ai pas mis d'exemplaires aujourd'hui, mais qui est très très dur à trouver, qui vaut absolument rien, mais qui est très dur à trouver. Et en fait, c'est un côté intéressant parce qu'en fait, ce sont des blisters exactement comme Star Wars ou Action Force, etc. Toutes les gammes de l'époque. Hein. C'est dommage, on aurait pu mettre un visuel. Et en fait, c'est une gamme de figurines pour filles. Donc qui n'a absolument pas marché parce que c'était trop tôt en fait tout à l'heure. Les filles avec des poupées, pas avec des figurines de 12 cm. Et donc c'est une gamme de 80 qui est sortie entre 80 et 82. Et donc c'est des figurines 10 cm. Tout ce qu'il y a de plus commun, c'est juste des filles habillées dans différentes tenues. Et voilà. Et donc il y a par exemple une qui est rigolote qui s'appelle non, je sais plus, je crois que c'est son prénom, on ne peut pas son prénom, mais elles ont à chaque fois un prénom et un intitulé en dessous. Et donc son intitulé, c'est en anglais, c'est Candy Kisses, donc baiser sucré, machin. Et en fait, bon, ce qui reste soft, quoi, qui est rigolo. Et en fait, en France, Mécano l'a traduit par 5 à 7. C'est sûr. On embrasse tous les bilingues, c'est sûr. Et donc, les figurines sont vraiment très sympas. Et c'est vraiment juste... Il n'y a pas une super jouabilité, c'est juste effectivement des personnages standards dans la vie de tous les jours. Il y a une vingtaine de figurines filles. Il y a 4 garçons qui sont dans des packs. Avec une c'est la soirée romantique, donc il y a une table avec un poulet, etc. Et, voilà. Super, la ménagère en fait. Il y a un truc à la plage, un truc en scooter, et puis il y avait aussi le chalet et puis la voiture, quoi. J'ai hâte que les c'est une feuille en face en plus. J'ai hâte que les fabricants de jouets reproposent ce genre de figurines. C'est super, c'est dans l'actualité, c'est génial. Barbie, je te suce dans les toilettes. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne serai probablement pas l'année prochaine au Comic-Con puisque je vais me faire virer. Merci beaucoup.
Pour en finir avec cette gamme de glace, bien sûr. Bien sûr, de glace, oui, bien sûr, on embrasse les fans de glace. Pour en finir avec cette gamme de super-héros, Batman a lancé par la suite après d'autres gammes, notamment chez Toy Biz, que ce soit les Fantastic Four, que ce soit les X-Men, toujours liés soit à un support animé, soit à un support film. Voilà, après on a eu des gammes Batman, enfin de tout là, Batman Forever. Il y a même Robin, alors que Robin n'était pas dans Batman Returns, enfin, c'est magnifique, mais c'est vrai qu'il y a eu une grande mode après de la figurine de super-héros, notamment dans les années 90. Étrangement, Robin aurait dû être présent dans Batman Returns et il aurait dû être noir. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Sean Wayans, un des Wayans Brothers qui avait le contrat, et d'ailleurs il continue à toucher des royalties, parce qu'il avait signé le contrat et ça s'est pas fait, pour un film dans lequel il n'a pas joué. Ils ont quand même sorti sa figurine, mais ils l'ont blanchi, whitewashing, et cette figurine a servi ensuite, 2 ans plus tard, dans la fameuse gamme The Animated Series, qui est juste un recast, hein. Ils ont simplement repris le moule. Kenner était vraiment le roi pour ça. Tu parlais de Toy Biz tout à l'heure. Toy Biz, c'est une firme américano-israélienne qui récupère la licence Marvel après que différents soucis l'aient écarté de la licence DC. Et pour la petite histoire, Toy Biz va finir par racheter Marvel au milieu des années 90. Et le modèle qu'on a aujourd'hui, ce fameux modèle du Marvel Universe, il est né de ça, puisque la première chose que vont faire ces fabricants de jouets, c'est produire les dessins animés, notamment X-Men de 92, avec les fameux designs de Jim Lee, qui est vraiment excellent. C'est un très bon dessin animé, mais il va y avoir aussi la série Iron Man, qui est déjà un peu moins cool, la série Hulk, qui là rentre dans le ridicule, et puis la série Fantastic Four, qui est clairement... Et cette volonté d'exploiter les licences Marvel au-delà des simples comics, avec des figurines, avec des dessins animés, puis avec des films, c'est vraiment lié à cette histoire de jouets Toy Biz. Et on continue en effet, puisque Avi Arad, l'actuel président-directeur de Marvel Corp, est l'homme qui avait récupéré la licence pour la marque Toy Biz. Toy Biz qui était connu dans les années 80 pour faire des jouets d'extrême mauvaise qualité. On a notamment retiré la licence Batman parce qu'ils avaient sorti des figurines qui ne ressemblaient même pas à Batman. C'était pas beau. Il nous reste 5 minutes et avant de terminer cette conférence, d'ailleurs on vous proposera une petite vidéo en fin de conférence, notre ami Adrien qui filme ici, qui est des lunettes aussi à la sauce années 80, voilà. Vous proposera une petite vidéo. Lunettes de V, non? Il a pas les lunettes genre de V. Voilà, bah c'est encore pire. Voilà, on va vous proposer de nous dire face cam quel a été votre premier jouet lié à une licence quand vous étiez gamin. Nous on les a amenés, bah, moi c'est un Batman qui a franchement bien mangé, on peut le dire, mais il y a aussi du DBZ, du Star Wars. Enfin, voilà, on vous proposera ça en fin de conf. Est-ce que vous avez quelques questions? Voilà, il nous reste 4 minutes. Monsieur là-bas qui a des lunettes que je ne connais pas et que j'ai payées. Non, tout à l'heure, vous disiez que c'était fini, enfin, qu'on ne proposait plus de dessins animés, etc., avec des gammes de jouets. Est-ce que c'est pas plutôt parce que l'Asie a réussi à tout reprendre derrière, puisqu'on a Pokémon, Yokai Watch, Yu-Gi-Oh, Beyblade, etc., avec des gammes de jeux énormes? On peut quand même l'applaudir. Est-ce que c'était un beau sprint mineur? Alors, il faut bien rappeler que Pokémon ou Yokai Watch, ce sont des licences de jeux vidéo. C'est quelque chose d'important. Il faut rappeler aussi que Musclor a tué le jeu vidéo en 1982. Le fameux crack de 1982 vient aussi du succès de Musclor. Donc c'est un juste retour des choses. Après, je pense que c'est surtout un problème de distribution. Si vous allez dans votre Leclerc, vous allez trouver 4 Tortues Ninja, 4 Power Rangers, 4 Yokai Watch, là où à l'époque, dans les années 80, on aurait trouvé des murs entiers. Est-ce que ça vient du fait aussi que les enfants d'aujourd'hui s'intéressent moins aux jouets, arrêtent de jouer beaucoup plus tôt qu'avant? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai joué avec mes Tortues Ninja jusqu'à mes 12-13 ans, un truc comme ça. Tu joues encore? Chut. Donc je pense que ça peut venir également des changements de mœurs, tout simplement. Après, je pense quand même que l'offre est bien moindre que ce qu'il y a 30 ans, et ça vient du fait aussi qu'on est face à des quasi-monopoles. Il reste Hasbro, Mattel et Bandai. Et Lego.
et Lego, mais on est sur du jeu de construction, on est plus sur Il y a également aussi la distribution qui est mauvaise en France, si on parle de la France, donc la distribution en fait est très mauvaise. Et en fait, on n'a pas d'assortiment soutenu, les sons de gamme qui sort, on en trouve pendant 2-3 mois dans les rayons. Des fois, il y a la vague 2 qui arrive, et des fois, et bien souvent après, ça ne va pas au-delà, ou on se fait la vague 5 6 mois après ou 1 an après. Et en fait, donc, ça peut pas non plus créer un engouement. Alors que si on regarde en fait aux États-Unis ou en Angleterre, généralement, ils ont les gammes sortent de manière régulière. Et tous les 2-3 mois, il y a une nouvelle série qui sort. On n'a pas ça en France parce qu'on a juste des gens qui sont pas dans le jouet. En fait, ils achètent des gens qui sont issus des écoles de commerce, qui achètent du stock et qui sont là pour vendre du stock et qui regardent pas du tout et qui achètent, qui vendent ça comme ils vendraient des céréales, quoi. Et donc du coup, il n'y a pas d'intérêt dans le produit, il n'y a pas d'engouement sur le produit ou d'intérêt sur le produit. Ils ont du mal à comprendre ça en fait. Et malheureusement, c'est pas nouveau, quoi. Je suis même quasiment certain que si on avait un responsable marketing d'une grande marque de jouets, il serait surpris de vous voir aussi nombreux pour ce type de sujet, puisque quand on en discute avec eux, ce qui m'est déjà arrivé, on nous dit tout simplement que le milieu de la collection en France, ça n'existe pas. Oui, ça fait mal, hein. Alors effectivement, peut-être que si les gens arrêtaient d'acheter des pop et achetaient de vrais objets collector, ça se passerait un peu mieux. On va jouer une conférence sur Funko Pop. Ce serait vraiment intéressant. C'est le meilleur moyen d'allumer la cheminée. Vraiment, le Funko Pop, vous avez besoin de caler une porte, de caler une table. Voilà, donc je vous dis vraiment, je ne serai pas là l'année prochaine. Hein. Je vais vraiment me faire virer, hein. C'est décidé, c'est sûr. Une autre petite question, il nous reste 20 secondes. Bonjour, déjà j'ai Je ne vous vois pas, monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai deux questions en une. Déjà premièrement, est-ce que je peux avoir une photo avec Archété au Ça veut dire que les autres... Une fois que tu as réussi à dire mon nom, promis, je te ferai même un bisou. Merci. Et de deux, est-ce que... alors j'ai compris qu'il fallait pas parler du dernier film Power Rangers, mais vu qu'il y a un stand Power Rangers, qu'est-ce que vous pensez des jouets? Eh bien j'ai été déçu, je m'attendais à quelque chose de plus proche des anciennes gammes, notamment sur le fameux Megazord géant de 69 cm, qui pour moi ressemblait à un vieil Évangélion bootleg. Ah, j'aime beaucoup Évangélion, mais je trouve que les finitions, notamment de la marque Jax Do, sont minables. Mais c'est mon avis. J'aime beaucoup les versions qu'ont sorties des marques, notamment comme Tamashii, qui sont très qualitatives, mais on n'est plus sur du jouet, on est sur de la figurine pour collectionneurs. J'essaie toujours de distinguer les figurines de collection des figurines pour collectionneurs, et ça, ce sera l'objet d'une autre conférence d'ici 2022. Merci beaucoup. Voilà, j'espère bien. Encore une conférence où je me suis fait beaucoup d'amis. C'est très plaisant. C'était ma dernière conférence en plus du comité. Merci à tous.